Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation de tout donner pour sa famille et de finir par être traité comme un problème. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Pendant des années, j'ai été celle qui assumait tout. Je m'appelle Sophia, j'ai 28 ans. Et pendant que certains sortaient en boîte ou dépensaient leur salaire en fringues, moi je payais le loyer, l'électricité, les courses et même les études de ma cousine. Sans rien dire, sans jamais me plaindre. Ma mère, je l'aime. Je l'ai toujours aimée, même si elle a parfois été dure. Et c'est pour elle que je me suis tue. Elle a toujours eu du mal à joindre les deux bouts, alors quand j'ai commencé à bien gagner ma vie en tant que comptable, j'ai tout naturellement pris le relais. Pas par obligation, mais par cœur. Puis un jour, ma cousine Léna est arrivée chez nous. C'est temporaire, m'a-t-on dit. Elle venait de se disputer avec ses parents, soi-disant parce qu'ils étaient trop stricts. En réalité, j'allais vite comprendre qu'elle était simplement ingérable. Mais bon, j'ai accepté. J'ai même proposé de l'aider financièrement pour qu'elle reprenne ses études. J'ai payé ses frais d'inscription, ses livres, même ses trajets en bus. Et encore une fois, je n'ai rien dit à personne. Je ne cherchais pas de reconnaissance. Juste un peu de paix dans cette maison. Sauf que très vite, j'ai senti quelque chose d'étrange. Léna devenait envahissante, intrusive. Elle traînait dans mes affaires, faisait des remarques sur mes vêtements, ma façon de parler, comme si elle essayait de me diminuer. Mais je gardais le sourire. J'essayais de lui faire confiance. Elle n'avait que 22 ans. Peut-être qu'elle était juste perdue. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle plantait une graine. Une graine de doute dans l'esprit de ma mère. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer que ma mère me parlait différemment. Plus froide. Plus distante. Comme si elle croyait à demi-mot les critiques de Léna. Moi, j'étais trop occupée à gérer mes heures sup et les factures pour y prêter vraiment attention. Mais cette tension, elle, était bien là, tapie dans l'ombre. Et pourtant, j'étais toujours celle qui payait tout. Internet, c'était moi. Les dettes de ma mère, c'était encore moi. Même le crédit pour réparer la chaudière. Devinez qui a sorti sa carte bancaire. Mais dans cette maison, c'était devenu normal. On me devait tout, mais on ne me devait rien. Et plus les jours passaient, plus je sentais que quelque chose se tramait, que cette aide que je donnais allait finir par me coûter bien plus que de l'argent. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette cousine que j'avais recueillie allait bientôt retourner ma propre mère contre moi. Et que le jour où je serais mise à la porte, ce ne serait pas à cause d'un accident, mais d'un plan bien orchestré. Et ce que ni l'une ni l'autre ne savaient, c'est que j'étais la seule à tenir debout toute cette maison. Je crois que le pire, ce n'est pas la trahison. Non. Le pire, c'est quand elle vient de chez soi, de ceux pour qui on s'est battu, de ceux à qui on a tout donné, sans jamais rien demander en retour. Je suis rentrée un soir, lessivée par une journée de boulot. Ma mère était dans le salon, Léna assise à côté d'elle, faussement, innocente. Elles se sont tues d'un coup quand je suis passée la porte. Le genre de silence qui pèse. Celui qui dit « on parlait de toi » et ce qu'on disait n'était pas beau. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai posé mon sac, retiré mes chaussures et c'est là que j'ai remarqué. Mon ordinateur portable avait disparu. Celui que j'utilisais pour le boulot, les factures, tout. J'ai immédiatement demandé « il est où mon ordi ?» Léna a haussé les épaules. Ma mère, elle, m'a regardé droit dans les yeux et a dit froidement « peut-être que si tu passais moins de temps à fouiller dans nos affaires, on ne te le cacherait pas. » Je suis restée figée. « Pardon ? Fouiller dans leurs affaires ? Mon propre ordinateur ?» Je me suis approchée, calmement. Et là, Léna a balancé. Elle est parano, tata. Hier, elle est venue fouiller dans mon sac quand j'étais pas là. Elle a dit qu'elle voulait vérifier si je ne prenais pas de la drogue. Quoi ? C'était un mensonge. Un pur mensonge. Jamais je n'aurais fait ça. Mais le plus glaçant, ce n'est pas ce qu'elle a dit. C'est le fait que ma mère l'a cru, immédiatement. Comme si dans son esprit, ce scénario faisait parfaitement sens. J'ai tenté de me défendre.
de rappeler que c'est moi qui assumais tout ici, que j'étais celle qui bossait, qui payait, qui gérait. Mais ça ne servait à rien. C'était comme parler à un mur. Léna, elle, enchaînait. De fausses accusations, toutes plus absurdes, les unes que les autres, que je cachais de l'argent, que je voulais l'humilier, que j'essayais de ruiner sa vie, par jalousie. Et ma mère hochait la tête. Une fois, 2 fois, comme si elle connectait les points dans un puzzle truqué. Et puis est venue la phrase que je n'oublierai jamais. « Tu n'as plus ta place ici, Sophia. Tu es toxique. » Mon monde s'est écroulé. Tout. En un instant. Mais au lieu de crier, de pleurer, de me défendre comme une hystérique, ce qu'elles attendaient sûrement, j'ai juste dit « Très bien, si je suis un problème, alors je vais m'en aller. » Ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'en me mettant à la porte, elles venaient de signer leur propre chute. Parce que derrière leur petit théâtre, leur alliance soudaine, leur trahison bien huilée, il y avait une réalité qu'elles avaient volontairement ignorée. Sans moi, il n'y avait plus rien. Et pendant qu'elles jubilaient de leur victoire, je préparais silencieusement ma revanche. Pas une vengeance. Bruyante. Non, une leçon. Une claque silencieuse. Et elle allait leur faire bien plus mal qu'elles ne l'imaginaient. J'ai quitté la maison sans dire un mot de plus. Pas une larme. Pas un cri. Juste un sac, quelques vêtements, mon téléphone et mon silence. Mais dans ma tête, c'était le chaos. Parce qu'aussi forte que j'ai voulu paraître, j'étais brisée. J'étais en train de perdre la seule chose que j'avais toujours cru solide. Ma famille. Il faisait nuit. Froid. Je marchais sans but précis. Le regard perdu. Le cœur écrasé par une trahison que je n'avais pas vue venir. Et pourtant, en y repensant, les signes étaient là depuis un moment. Les petits sous-entendus. Les moments où Léna jouait les victimes pour obtenir ce qu'elle voulait. Les silences étranges de ma mère quand je lui parlais de mes sacrifices. J'avais juste fermé les yeux, trop occupée à tout porter sur mes épaules. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est brisé. Pas en moi, mais autour de moi. Ce n'était plus à moi de porter tout ça. Alors j'ai décidé. Fini. Plus un centime, plus un effort, plus rien. Le lendemain matin, j'ai fait ce que je n'avais encore jamais osé faire. J'ai bloqué leur numéro. Plus d'appels, plus de messages. Et surtout, j'ai arrêté tous les virements, l'électricité, mon nom, l'eau, mon nom. Les abonnements, le frigo rempli, les aides pour les études de Léna, mon nom. En moins de 48 heures, tout a commencé à dégringoler. Mais le plus fou, c'est que ce n'est pas elles qui m'ont appelé en premier, c'est le propriétaire. Il m'a contacté, furieux, parce que le loyer du mois, que je payais depuis des années, n'était pas passé. Il pensait à une erreur technique. Je lui ai répondu calmement, « Je n'habite plus là. Parlez à Madame Delaunay, c'est elle la principale locataire. » Silence. Il n'était pas au courant, parce que c'était moi qui avais toujours tout géré, tout payé. Et là, d'un coup, il se rendait compte que celle qui occupait ce logement n'était même pas mentionnée sur le bail. Et c'est là que les choses ont commencé à s'accélérer. D'abord, des appels masqués. Ensuite, des textos désespérés via d'autres numéros. « Sophia, on doit parler. Ta mère a fait une crise de nerfs. Léna ne peut plus accéder à sa plateforme d'études. Puis, enfin, t'as pas le droit de nous faire ça. » Pas le droit ? J'ai lu ce message au moins 10 fois, incrédule. Moi, je n'avais pas le droit ? Après m'avoir virée de chez moi comme une étrangère, après m'avoir accusée de choses ignobles sans la moindre preuve. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une habitude, un mode de fonctionnement. Elles avaient pris l'habitude de dépendre de moi, tout en me méprisant. Mais désormais, elles allaient devoir affronter une chose à laquelle elles n'avaient jamais été préparées, la réalité. Et croyez-moi, elle allait frapper plus fort que tout ce que j'aurais pu faire. Parce que, cette fois, je n'étais plus la gentille fille compréhensive. Cette fois, c'est moi qui tenais les cartes. Le silence avait été rompu, et ce n'était pas pour demander pardon.
2 jours après le blocage des virements, je reçois un appel inattendu, du lycée de Léna. La secrétaire me demande pourquoi les frais de scolarité du trimestre n'ont pas été réglés. J'hésite, 1 seconde avant de répondre calmement. Je ne suis plus responsable de ces dépenses. Il y a eu un blanc, presque gêné. Puis elle a ajouté, un peu maladroitement, « Sa mère nous a dit que c'était vous la responsable légale. » Pardon ? Sa mère ? J'ai raccroché, le cœur battant. Ce n'était plus seulement de l'ingratitude. Elles étaient en train d'essayer de me faire porter le chapeau, encore une fois. Et cette fois-ci, officiellement. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, je reçois un email d'un cabinet d'avocats. À peine croyable. Une lettre signée au nom de ma propre mère. Elle m'accusait de rupture volontaire, de devoir familial et me sommait de reprendre mes obligations financières immédiatement, faute de quoi une plainte pourrait être déposée. J'ai relu la lettre 3 fois. Le choc m'a tétanisée. Ma mère avait osé m'attaquer par voie légale. Et pourquoi ? Pour avoir refusé de continuer à me faire utiliser comme un distributeur automatique sans âme ni limite ? J'ai voulu pleurer, hurler, appeler quelqu'un. Mais j'ai fait autre chose. J'ai appelé mon propre avocat. Et ce qu'il m'a révélé m'a glacée. Sophia, vous n'avez aucune obligation envers elle. Aucune reconnaissance de dette. Aucun lien légal. Aucun document signé. Elles vous poursuivent pour un devoir moral. Pas juridique. C'est du vent. Je savais déjà que j'étais dans mon bon droit. Mais l'entendre de façon claire, nette, précise. Ça m'a libérée. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus leur prisonnière. Mais la guerre, elle, ne faisait que commencer. Car à partir de là, tout s'est enchaîné. Léna a publié un message sur les réseaux sociaux. Une longue tirade larmoyante où elle racontait que j'avais abandonné ma famille, que ma mère était malade, qu'elle se retrouvait sans rien du jour au lendemain à cause de mon égoïsme. Les likes ont commencé à grimper. Les commentaires aussi. Des gens que je ne connaissais même pas me traitaient de monstre, de fille indigne, de bourgeoise froide et égoïste. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais tout gardé. Les preuves, les transferts, les virements, les factures, les messages où ma mère me disait « T'inquiète pas, on sait que t'assures tout », les captures d'écran où Léna me suppliait pour que je paie ses frais d'inscription. Tout. Et ce soir-là, j'ai compris ce qu'il me restait à faire. Pas pour me venger, pas pour les écraser, mais pour me défendre. Pour exposer la vérité. Parce que si elles voulaient faire de moi une ennemie, alors, cette fois, elles allaient voir ce que ça donnait quand j'arrêtais vraiment d'être gentille. Et ce que j'ai publié ensuite a tout changé. La vérité, je ne comptais pas riposter. Pas au début. Mais ce soir-là, en lisant pour la 100e fois le message de Léna qui m'accusait publiquement de l'avoir abandonnée, j'ai senti un déclic. Ce n'était pas seulement une attaque, c'était une mise à mort sociale. Et cette fois, je n'allais pas tendre l'autre joue. J'ai donc publié un long post, sobre, factuel, documenté à la virgule près. J'y expliquais tout, les années de sacrifice, les dizaines de milliers d'euros dépensés, les promesses jamais tenues, la manipulation émotionnelle, le harcèlement déguisé en famille qui aime trop, et surtout les captures d'écran. Toutes les preuves, rien de modifié, rien de caché. Je tremblais en appuyant sur « Publier ». Une partie de moi hurlait encore. « Tu vas le regretter, tu vas briser ta famille une bonne fois pour toutes. » Mais l'autre, plus forte que « Jamais », murmurait « Non, c'est elle qui l'a déjà brisé. » Les réactions n'ont pas tardé. Les messages de soutien ont explosé en quelques heures. Des dizaines, puis des centaines. D'anciens amis, de simples collègues, même des gens que je ne connaissais que vaguement m'envoyaient « T'as bien fait. Elles t'ont trop prise pour une idiote. C'est courageux ce que tu as fait. » Mais ce n'était rien comparé à ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain, je reçois un appel masqué. Je décroche sans réfléchir. « T'es fière de toi ? T'as détruit ta sœur. Elle pleure depuis ce matin. » C'était ma mère.
Sa voix était sèche, cassée, tremblante. Un mélange de rage contenue et de fierté blessée. Elle n'avait qu'à pas mentir. « Tu crois que t'es mieux qu'elle ? T'es qu'une traîtresse ? T'as jamais été des nôtres ?» Elle a raccroché. Et là, j'ai su que quelque chose s'était définitivement brisé. Mais je n'étais pas prête pour ce qui allait suivre. 3 jours plus tard, un inconnu débarque devant chez moi. Un homme d'une 50aine d'années, costume froissé, regard fuyant. Il me tend une enveloppe. Une assignation en justice. Oui. Ma propre mère m'attaquait pour diffamation publique. Et là, dans mon salon, seule, l'enveloppe encore. À la main, je me suis sentie vide. Parce que ce n'était plus une dispute familiale. C'était une guerre d'image, d'honneur, de réputation. Et tout allait se jouer en public. Mais ce que ma mère ignorait, c'est qu'en lançant cette procédure, elle avait ouvert une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Car au fond de moi, enfoui depuis des années, il y avait un secret. Un détail. Une vérité que j'avais toujours cachée pour protéger notre image de famille. Mais maintenant, pourquoi continuer à la protéger, elle, alors qu'elle n'avait plus aucun scrupule à vouloir me détruire? Et si je décidais, moi aussi, de tout révéler, ce que je m'apprêtais à sortir, allait faire voler notre façade familiale, en éclats. Définitivement. Je n'avais jamais pensé en arriver là. Assise dans la cuisine, dos droit, les yeux rivés sur le dossier posé devant moi, je savais qu'il ne me restait que 2 options. Me taire une fois de plus. Ou faire tomber le masque. Ce secret, je l'avais enterré il y a des années. Parce que c'était trop lourd, trop honteux. Et surtout parce que, malgré tout, je voulais continuer à croire qu'on était une famille. Mais aujourd'hui, c'était terminé. Ma mère venait de me traîner en justice. Ma sœur, elle, jouait les victimes dans des stories Instagram truffées de mensonges. Et moi, j'étais la méchante, celle qui avait osé briser le silence. Alors soit je laissais leur version gagner, soit je sortais l'arme ultime. J'ai ouvert l'ancien disque dur, celui que je n'avais pas touché depuis 8 ans. Dessus, un enregistrement audio, un seul. Et en l'écoutant, je suis retombée en enfer. Ma mère, en pleine dispute avec mon père. Elle ne savait pas que je filmais à l'époque. J'étais ado, terrifiée, et je cherchais juste une preuve que je n'étais pas folle. T'as osé donner de l'argent à cette fille ? C'est pas ta fille ! Silence. T'as compris ? Elle n'est même pas de toi. Un frisson m'a parcouru. Je n'avais jamais eu le courage de réécouter cet extrait. Mais là, c'était clair. Ma sœur et moi, on n'avait pas le même père. Et Léna n'en savait rien. J'étais restée silencieuse toutes ces années parce que ma mère m'avait suppliée, parce qu'elle m'avait promis que c'était fini, que c'était pour le bien de tout le monde. Mais aujourd'hui, elle me traînait devant un tribunal. Alors j'ai appelé mon avocat et j'ai balancé l'enregistrement. Il a mis du temps à répondre. Si tu montres ça, ça ne reviendra jamais en arrière. C'est l'arme nucléaire. Je le savais, mais ce n'était pas seulement pour me défendre. C'était pour révéler la vérité. Parce que toute cette mascarade, tout ce qu'on me reprochait, ça reposait sur un mensonge plus ancien encore. Et si la vérité devait éclater, elle le ferait jusqu'au bout. Le lendemain, j'ai reçu un message vocal de Léna. Sa voix tremblait. « Maman a reçu ta pièce. Elle est dans un état... Tu veux quoi au juste ? Détruire tout le monde ? Tu veux qu'on sache que papa c'est pas mon père ? » Et là, j'ai su. Elle avait découvert la vérité. Mais au lieu de se mettre en colère contre celle qui avait menti toute sa vie, elle m'en voulait, moi. C'était là tout le paradoxe. J'étais le messager, mais dans leur tête, j'étais la trahison. Alors, je n'ai pas répondu, parce que ce n'était plus une guerre d'émotions. C'était une guerre de vérité, et la mienne n'avait pas fini de faire trembler les murs de cette famille. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que quelqu'un d'autre allait entrer dans la partie. Quelqu'un dont je n'avais plus entendu parler depuis des années.
Et son retour allait tout faire basculer. Je ne l'avais pas entendu depuis plus de 12 ans. Et pourtant, cette voix, je l'ai reconnue instantanément. Grave, froide, détachée, presque mécanique. Il est temps qu'on parle, toi et moi. Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé l'écran de mon téléphone. Numéro masqué. Mais je savais. C'était lui. Mon père biologique. Celui dont on ne parlait jamais. Celui que ma mère avait effacé de ma vie, comme s'il n'avait jamais existé. Je me suis figée. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Et surtout, comment savait-il? L'enregistrement? La procédure en cours? Quelqu'un l'avait prévenu? Mais qui? Et dans quel but? Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais à peine 2 minutes plus tard, il a envoyé un SMS. Une adresse, une heure. Pas un mot de plus. Je suis restée là, le regard vide, l'estomac noué. Une partie de moi voulait courir dans la direction opposée. L'autre avait besoin de comprendre. Le lendemain, je suis montée dans ma voiture, direction un petit café en périphérie de la ville. Un endroit discret, trop discret. En entrant, je l'ai vu. Assis dos au mur, regard rivé sur moi, comme s'il n'avait jamais cessé de m'attendre. Il a souri. Un sourire vide, fatigué. Et j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Tu as grandi. Tu savais? Pour l'audio? Pour le procès? Il hoche la tête. Je savais que ça finirait par ressortir. Ta mère a toujours été douée pour cacher les cadavres dans les placards, mais tout a une date d'expiration. Un silence s'installe. Et puis, il lâche la bombe. Léna, elle n'est pas seulement la fille d'un autre. Elle est la fille de mon frère. J'ai senti le monde s'écrouler sous mes pieds. Pardon? Ton oncle, mon frère cadet. Elle est de lui. Ta mère m'a trahi avec lui. C'est pour ça que je suis partie. C'est pour ça qu'on a coupé contact. Mon souffle s'est bloqué. Mes mains tremblaient. Je ne savais plus si j'étais en train de vivre une scène réelle ou un cauchemar éveillé. Pourquoi me dire ça maintenant? Il baisse les yeux. Parce que j'ai vu que tu te battais seule et parce que tu dois savoir à quoi tu fais face, ce que ta mère est prête à faire pour garder cette vérité enterrée. Je voulais hurler, m'effondrer, mais à la place, j'ai posé une seule question. Et toi? Tu veux quoi de moi? Il m'a regardé droit dans les yeux. Je veux t'aider. Mais tu dois savoir, si tu ouvres cette porte, ce n'est plus seulement ta mère que tu affrontes. C'est toute une vérité que personne ne veut entendre. Il s'est levé, a glissé une clé USB sur la table. Il y a une vidéo, une preuve. Mais si tu la regardes, rien ne sera plus jamais comme avant. Et il est parti. Juste comme ça, me laissant seule. Avec ce poison numérique entre les mains, je n'ai pas bougé, pas touché à la clé. Mais au fond de moi, je savais déjà. Je n'aurais pas le choix. Parce que cette histoire venait à peine de commencer. Je suis restée là, figée, la clé USB entre les doigts. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans tout le café, même s'il était déjà vide depuis longtemps. Je savais ce que je tenais. Et je savais que si je l'insérais dans mon ordinateur, je ne pourrais plus jamais faire marche arrière. Je suis rentrée chez moi sans un mot, sans musique, sans même regarder autour. Une seule question tournait en boucle dans ma tête. Qu'est-ce qu'il a osé enregistrer? Et pourquoi maintenant? Une fois chez moi, j'ai verrouillé la porte, baissé les volets, éteint mon téléphone et ouvert mon ordinateur, les mains moites. Quand j'ai inséré la clé, un unique fichier vidéo s'est affiché, nommé simplement « La vérité ». Je n'ai pas eu le courage de cliquer tout de suite, mais je l'ai fait. L'image tremblait un peu, comme si elle avait été filmée en cachette. On y voyait ma mère, assise dans un salon que je ne reconnaissais pas. Et en face d'elle, mon oncle, le frère de mon père biologique, Léna's real father. Tu veux vraiment continuer ce jeu, Estelle? La voix de mon oncle, dure, méprisante.
Si tu parles, c'est ta vie qui va exploser. Tu crois qu'ils te laisseront tranquille si la vérité sort? Tu crois que cette fille ne te traînera pas en justice? Tu crois qu'elle ne le fera pas si elle apprend que tu l'as faite passer pour ma fille pendant 16 ans? Boum, une bombe, une trahison, et tout mon monde qui chavire. Je me suis levée brusquement, incapable de regarder plus longtemps. Mes jambes ne me portaient plus. Ce que je venais de voir confirmait tout. Ma mère savait. Elle savait depuis le début. Et elle avait tout fait pour que je ne découvre jamais rien. Et là, au milieu de ma panique, quelqu'un a frappé à ma porte. Un coup sec, puis un deuxième, plus insistant. Je me suis approchée à pas lents, la gorge nouée. Et quand j'ai regardé par le judas, j'ai senti une onde glacée me traverser le dos. C'était Lena, en larmes, le visage en feu, les yeux fous. J'ai ouvert, à peine. J'ai entendu maman au téléphone. Elle disait qu'elle devait agir avant que tu parles. Qu'elle n'a pas le choix. Elle est en train de perdre le contrôle, tu... Comprends? Ma tête tournait. Elle sait que je sais. Lena hocha la tête. Et elle est prête à tout, même à t'effacer. Elle l'a dit. Je l'ai laissée entrer. J'ai verrouillé la porte derrière nous. Et j'ai su. Ce n'était plus une guerre familiale. C'était une guerre de survie. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que ma mère avait déjà prévu son prochain coup. Un coup qui allait tout faire exploser et nous mettre, Lena et moi, dans une situation impossible à fuir. Cette nuit-là, impossible de dormir. Lena et moi étions recroquevillés dans ma chambre, les volets fermés, nos téléphones éteints, comme deux fugitives traquées dans leur propre maison. La tension était irrespirable. Chaque bruit dehors nous faisait sursauter. Chaque ombre sur le mur devenait suspecte. Et dans le silence, une pensée revenait en boucle. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Lena n'arrêtait pas de trembler. Tu crois qu'elle serait vraiment capable de te faire du mal? Je n'ai pas su quoi répondre, parce qu'au fond de moi, je le savais déjà. Oui, ma mère en était capable. Elle avait menti toute ma vie, manipulé tout le monde, détruit mon identité. Et maintenant que je savais, elle ne reculerait devant rien pour protéger son secret. Mais ce qu'on ignorait encore, c'est qu'elle avait déjà commencé à passer à l'action. Le lendemain matin, tout a basculé. Vers 7 heures, alors qu'on tentait de se reposer un peu, une détonation sourde a retenti. Un bruit métallique, suivi d'un grondement sec. J'ai bondi jusqu'à la fenêtre, le cœur affolé. Et là, j'ai vu ma voiture en flammes. Un incendie, en plein jour, sur le parking de l'immeuble. Et le plus glaçant, personne ne bougeait, comme si c'était normal, comme si tout le monde avait appris à détourner les yeux. Lena est restée figée, la bouche entr'ouverte. Elle veut t'envoyer un message. Et le pire, c'est que le message, je l'ai reçu. Mais ce n'est pas ça qui m'a le plus choquée. Non, c'est ce que j'ai reçu quelques minutes plus tard. Une enveloppe, glissée discrètement sous la porte. Pas de nom, pas de signature. À l'intérieur, une simple photo. Moi, endormie, dans mon lit. La nuit dernière, je suis restée sans voix. Impossible. On avait tout verrouillé, fermé les rideaux, coupé toute lumière. Et pourtant, quelqu'un était entré. Quelqu'un avait été dans la pièce et avait pris cette photo, au-dessus de mon lit. Lena a reculé d'un pas. On n'est plus en sécurité ici. Et elle avait raison. On a pris quelques affaires en vitesse, tout ce qu'on pouvait glisser dans un sac, et on a fui, sans se retourner. Direction, chez mon père biologique. Celui que je ne connaissais pas, celui qu'on m'avait toujours caché. Il était notre seul espoir. Mais en arrivant devant sa maison, une surprise nous attendait sur le pas de la porte. Ma mère, assise calmement sur le perron, comme si elle savait que nous viendrions. Elle s'est levée, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je t'ai donné la vie. Tu crois vraiment que je vais te laisser me l'arracher ?» Elle tenait quelque chose dans la main.
un téléphone ou un dictaphone. Impossible de voir. Puis elle a murmuré, presque avec tendresse, « Tu ignores encore tout. Et crois-moi, ce que tu crois avoir découvert n'est que la première couche. » Elle a souri et elle est partie, sans un mot de plus. Et à ce moment précis, j'ai compris. Le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Je suis restée figée, incapable de bouger, tandis que ma mère s'éloignait d'un pas lent, presque solennel. Son regard, son sourire, sa voix, tout sonnait comme une énigme tordue dont j'étais le centre. Elle savait, elle avait toujours su, et ce qu'elle venait de dire me glaçait le sang. Ce que tu crois avoir découvert n'est que la première couche. Léna me tira doucement par la manche. Entre, vite. On a passé la porte sans un mot. Et là, dans le hall, il était là. Mon père biologique. Celui dont j'avais découvert l'existence quelques jours plus tôt. Celui dont je ne connaissais que le nom sur une feuille froissée. Il me regardait comme s'il m'avait attendu toute sa vie. Je suis désolée, Camille. Tu n'aurais jamais dû apprendre la vérité comme ça. Je n'ai pas répondu. Parce qu'au fond, je ne savais plus ce qu'était la vérité. Et encore moins à qui je pouvais la demander. Mais ce qu'il m'a dit ensuite m'a retournée. Il a sorti un vieux dossier, jauni, abîmé. À l'intérieur, des photos, des lettres, des rapports. Et au milieu de tout ça, une photo de moi, bébé, dans ses bras. Je t'ai vu naître. Et puis, elle m'a volé ta vie. J'ai senti un frisson me parcourir tout le corps. Attends, tu étais là, à ma naissance ? Il a hoché la tête. Puis, il m'a raconté. Ma mère et lui avaient eu une liaison, brève, intense, secrète. Mais quand elle est tombée enceinte, elle a tout coupé. Et quelques semaines après ma naissance, elle a porté plainte contre lui, pour des accusations qui l'ont brisée. Une plainte montée de toutes pièces, selon lui, et qui a suffi à l'éloigner pour de bon. Je t'ai cherché pendant des années. Elle avait changé de nom, déménagé 3 fois. Elle savait exactement comment disparaître. Je n'arrivais pas à y croire, mais chaque mot, chaque preuve, chaque regard, tout sonnait vrai. Et là, dans un souffle, il a ajouté « Elle n'a pas juste menti pour te cacher. Elle a menti pour cacher ce que tu es vraiment. » Un silence s'est abattu dans la pièce. « Comment ça ? Ce que je suis ?» Il s'est levé, a ouvert un tiroir et en a sorti un carnet. Un journal intime, celui de ma mère. « Volé », dit-il, lors d'une visite discrète des années plus tôt. Et dans ce journal, une phrase surlignée en rouge. « Elle ne saura jamais. Elle ne doit jamais savoir. Son sang n'est pas comme le nôtre. Je l'ai relu 3 fois. Mon membre sang. » Qu'est-ce que ça voulait dire ? Léna est restée muette. Et moi, je sentais ma gorge se nouer. Mais le pire restait à venir. Dans la dernière page du journal, griffonnée à la hâte, une adresse, un lieu, hors de la ville, un nom écrit, à moitié effacé. Projet Luxe 31. Et juste en dessous, cette annotation étrange. Si elle approche, activez le protocole. C'est là que j'ai compris que tout ce que j'avais vécu jusqu'ici, les mensonges, les menaces, la peur, n'était que la surface d'un gouffre bien plus profond, et que ce projet était peut-être la clé de toute mon histoire. On avait une piste, mais chaque pas que l'on ferait vers cette vérité pouvait tout faire exploser. Quand on est arrivé devant le portail rouillé de l'adresse marquée Projet Luxe 31, le silence pesait comme une chape de plomb. Léna conduisait, mais ses mains tremblaient légèrement sur le volant. Quant à moi, j'avais l'impression que chaque battement de mon cœur résonnait dans mes tempes. Ce lieu, il ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Perdu au fond d'une zone industrielle à moitié abandonnée, sans le moindre panneau, juste une chaîne cadenassée, et un vieux bâtiment en béton lépreux derrière des barbelés. Mais quelque chose dans l'air sonnait faux. Comme si cet endroit faisait tout pour paraître désert, alors qu'en réalité, il observait. Mon père biologique, je n'arrivais toujours pas à l'appeler autrement,
nous avait prévenus. Ce que vous trouverez là-bas pourrait tout changer. Mais soyez prête à ce que ça vous dépasse. Lena a sorti une pince de son sac. Je n'ai même pas osé lui demander pourquoi elle avait ça. Elle a coupé la chaîne en silence. Et on est entré. L'intérieur du bâtiment était figé, dans le temps. Des couloirs blancs délavés, une odeur de produits chimiques, et au sol, des marques de rousses métalliques. On progressait à pas lents, chaque porte franchie étant un saut dans l'inconnu, jusqu'à ce qu'on tombe sur la salle. Une pièce circulaire, sans fenêtre, entièrement tapissée de panneaux de contrôle hors d'usage. Et au centre, une capsule en verre brisé, avec des câbles arrachés et un liquide rougeâtre séché tout autour. Sur le mur, un seul mot peint en lettres noires, substitut. Je n'ai pas compris tout de suite. C'est Lena qui l'a dit à voix haute, presque dans un murmure. Camille. Et si tu n'étais pas née comme tu le crois? Mon estomac s'est retourné. On a trouvé un vieux terminal informatique, branché à un générateur encore actif. Lena, qui bidouille tout depuis l'adolescence, a réussi à accéder à des fichiers cachés. Et là, tout a basculé. Un document classé Lux 31, phase finale, s'est affiché. Il parlait d'une expérience, d'un protocole d'implantation génétique sur fœtus sélectionnés, d'une mère porteuse qui ignorait tout, et surtout, d'un spécimen répertorié comme viable mais instable. Spécimen C7LM, c'était moi. Camille, tu n'étais pas censée vivre. Tu étais un test. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était ma propre existence qui venait d'être remise en question. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, une alarme s'est déclenchée. Un gyrophare rouge s'est mis à clignoter dans un coin du plafond, et une voix mécanique, froide, a résonné dans les haut-parleurs. Accès non autorisé. Protocole d'effacement activé. Lena a blêmi. Il faut sortir, maintenant. On a couru. Les couloirs ont commencé à se fermer derrière nous, un à un. Des volets en métal descendèrent du plafond, claquant dans un vacarme assourdissant, et, juste avant de passer la dernière porte, j'ai vu un écran qui s'allumait tout seul. Un visage, numérisé. Ma mère. Elle me regardait à travers la caméra, comme si elle avait su qu'on viendrait, et elle a dit d'une voix glaciale « Tu devais jamais savoir. Mais puisque c'est le cas, sache que maintenant, ils vont venir. » Puis l'écran est devenu noir. On a quitté les lieux en trombe, le cœur battant, les idées embrouillées. Mais une chose était certaine, cette histoire ne faisait que commencer. Quand on a claqué la portière de la voiture, hors d'haleine, les pneus encore chauds de notre fuite, un silence pesant s'est installé entre moi et Lena. Pas un mot, pas un regard. Juste ce moment suspendu où l'on réalise qu'on vient de survivre à quelque chose qui dépasse tout ce qu'on croyait possible. Et au fond de moi, une pensée unique, obsessionnelle. Ma mère savait. Elle savait que j'irais là-bas. Elle savait ce que je découvrirais. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus glacée. Non. C'est ce qu'elle a dit juste avant que l'écran s'éteigne. Ils vont venir. Et elle ne parlait pas de la police. Le soir même, de retour chez Lena, on a tenté de comprendre, de remettre les pièces du puzzle en place. Mais rien ne collait avec ce qu'on m'avait fait croire toute ma vie. Qui étais-je, vraiment? Pourquoi cette expérience? Et surtout, qui sont ils? C'est à ce moment-là que Lena a remarqué la lumière bleue qui clignotait sous le pare-soleil de sa voiture. Un petit appareil, discret, collé avec un adhésif industriel. « Camille, on est pisté. » Elle l'a arraché sans réfléchir, l'a balancé dans un vieux pot de peinture rouillée, puis a ouvert le robinet du jardin pour le noyer. Mais c'était déjà trop tard. Ce truc avait eu largement le temps d'envoyer notre position. J'ai à peine eu le temps de souffler que mon téléphone a vibré. Numéro masqué. Contre toute logique, j'ai décroché un souffle. Puis une voix d'homme, grave, mécanique, synthétisée. « C7LM. Vous avez franchi la ligne. Il n'y a plus de retour possible. » Et il a raccroché.
Je crois que c'est à cet instant précis que tout a changé. Que j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus vraiment. Que depuis le début, j'étais une pièce dans un jeu bien plus vaste. Et que maintenant, les autres joueurs entraient un sur l'échiquier. On a décidé de fuir. Pas juste se cacher. Disparaître complètement. Lena connaissait un gars, un ancien du Darknet, qui effaçait des identités contre de l'argent et du silence. On l'a retrouvé dans un bar paumé à la sortie de la ville. Il s'appelait Greg, regard perçant, paranoïaque au dernier degré. Mais efficace. Il nous a demandé si on savait à quoi on touchait. On a menti. Mais il a vu clair dans notre jeu. Vous êtes suivis par du lourd. Des gens qui effacent des bâtiments entiers sans laisser de traces. Si je vous aide, je meurs. Si je vous laisse partir, je vis avec une cible mouvante au-dessus de la tête. Alors soit vous me dites tout, soit vous vous débrouillez seul. J'ai craqué. Je lui ai tout raconté. Du labo, du mot substitut, de ma mère. Et il a blêmi. Tu sais ce que ça veut dire, ce code? Lux, c'est pas un projet scientifique. C'est une branche clandestine d'un ancien programme militaire désavoué depuis 10 ans. Officiellement, ça n'existe pas. Mais les gens qui l'ont monté, eux, ils sont toujours là, dans l'ombre. Et crois-moi, ils ne laissent aucun survivant. Un frisson m'a parcouru l'échine. Greg nous a donné de nouveaux téléphones, des passeports et une adresse. Une planque. Mais avant qu'on parte, il a eu un dernier mot. Si jamais tu ressens quelque chose d'étrange, un changement en toi, dis-le à personne, même pas à elle. Et il a désigné Lena du menton. Je n'ai pas compris sur le moment. Mais quelques heures plus tard, sur la route, Lena s'est endormie au volant. Et moi, j'ai pris le volant, sans réfléchir. Sauf que je n'avais jamais appris à conduire. Et pourtant, c'était comme si mon corps savait exactement quoi faire. Comme si quelqu'un d'autre conduisait à ma place. Et là, j'ai compris. Le vrai danger, ce n'est peut-être pas qu'ils viennent me chercher. C'est ce que je suis en train de devenir.